Quand j'étais jeune, dans les années 1970-1980, le Japon occupait plutôt la deuxième place dans l'économie mondiale après les États-Unis. On sait que depuis lors, le paysage économique a changé et que c'est maintenant vers la Chine que tous les regards se tournent. Le Japon, ayant connu, comme bien d'autres pays, un recul à la suite d'une modification, non pas fondamentale, mais importante quant à la conjoncture mondiale. Dans le cours que je vais vous donner maintenant, qui portera principalement sur ce pays dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, j'aurai un double objectif en tête. Le premier est de montrer la nécessité que pour comprendre un phénomène économique et social important, il est indispensable de travailler dans la longue durée, en l'occurrence ici, sur 3 siècles, c'est-à-dire sur une période qui s'étend d'Attronde de 1600 jusque 1900 ou un petit peu après. Le deuxième objectif visera à montrer, grâce à ce pays témoin extra-européen, quelles sont les modalités du passage d'une révolution d'un pays plutôt fondamentalement agricole à un pays qui, je l'ai dit dans mon avant-propos, va devenir une des premières puissances mondiales sur le plan industriel et commercial. Le Japon, vers 1850, a 35 millions d'habitants et a une économie essentiellement agricole où seulement 12% du sol est cultivable, étant donné la nature géologique des îles nippones. Ensuite, sur le plan religieux, depuis de très nombreux siècles, et on peut remonter en tout cas jusqu'au haut Moyen-Âge, si pas avant bien entendu, il y a une religion qui domine, qui est le shintoïsme, c'est-à-dire la religion des esprits. Au sommet de ces esprits se trouve la lune, dont l'empereur est un descendant. Il est donc d'origine divine. Le Japon étant une île, va développer une forte conscience identitaire et ce sera très important lorsqu'il faudra comprendre la réaction des classes sociales à l'extrême fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle quant aux problèmes sociaux liés à cette révolution technologique
économique qu'est la révolution industrielle. Cependant, je vais mettre en évidence que c'est un événement politique qui va tout faire basculer. Je dis événement politique qui va faire tout basculer, mais qui n'est intelligible que si l'on comprend les structures de la société japonaise de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mon exposé comprendra deux parties, une première, celle de l'époque du shogunat, entre 1603 et d'autre part 1868, et une seconde partie qui s'étendra de cette date, 1868, jusqu'à 1913, et qui portera sur la restauration de l'Empire et la modernisation du pays. Le shogunat, tout d'abord. C'est une période, en fait, où un personnage qui appartient à une famille, celle des Tokugawa, dirige de fait le pays et en est le chef d'État, à savoir le shogun. Je vais commencer à vous expliquer comment de 1603 à 1853, donc pendant 2 siècles et demi, a fonctionné le système politique et social de cet archipel. Au sommet, je l'ai annoncé, l'empereur. L'empereur qui a une fonction essentiellement religieuse, qui est le père du peuple et qui est l'autorité ultime, même si cette autorité n'est pas exercée dans les faits sur le plan politique pendant la période en tout cas qui nous intéresse. Sous l'empereur se trouvent des princes dans le cadre d'une pyramide féodale qu'on appelle les daimyos. Il y a donc un État, mais il y a aux environs de 270 fiefs ou principautés. Les daimyos, en fait, ce sont des chefs de guerre qui commandent à des armées de samouraïs, de guerriers. Les revenus des daimyos proviennent principalement de prélèvements sur les terres qu'ils possèdent et donc sur le produit du travail des paysans. Ils commercialisent leur agriculture. On n'est donc pas dans un système autarcique. Et c'est important pour comprendre comment, justement, lors de la révolution industrielle, une ouverture au sein même du Japon a pu être possible, permettant ainsi au Japon de s'ouvrir vers l'extérieur, contraint et forcé, comme nous allons l'étudier. Le shogun est, je l'ai expliqué, issu d'une famille qui en 1600 a battu les grands princes du pays, à savoir les daimyos. Le shogun appartient à une dynastie, celle des Tokugawa. Il est à la tête d'un gouvernement, le Bakufu. Le régime
qui est mis en place pendant 2 siècles et demi est celui d'un régime policier, un régime de fer, condition nécessaire pour un statu quo social et pour permettre la paix civile qui succède au XVIe siècle où les guerres entre seigneurs de la guerre étaient nombreuses. On peut dire donc qu'il s'agit d'une quasi-dictature dans un pays fermé. Ensuite, vous avez les samouraïs. J'ai expliqué que ces samouraïs sont des guerriers. Ils appartiennent avec les daimyos à cette élite dominante, mais il ne faudrait pas s'imaginer que cette élite dominante est homogène. Les samouraïs représentent sur les 35 millions d'habitants du Japon 2 millions d'individus, soit 7% de la population. Je viens de dire que cette société, ou plutôt ce groupe des samouraïs, ne forme pas un tout homogène. On y trouve des samouraïs riches, puissants, qui sont même plus riches qu'un certain nombre de daimyos, ces fameux princes dont il a été question un petit peu plus tôt. On trouve dans le groupe des samouraïs, vers 1850, des chefs d'entreprise de commerce. On y trouve aussi des paysans, et on y trouve enfin, en bas de l'échelle, en bas de la pyramide, les ronins, qui sont des samouraïs sans employeur, aventuriers, nomades, si je puis dire, qui cherchent comme mercenaire celui qui pourra le mieux les payer pour se mettre à son service. Maintenant, quels sont ceux qui représentent l'immense majorité de la population japonaise dans cette société que j'ai annoncée agraire dans mon introduction? Les paysans représentent en effet 90% de la population au milieu du XIXe siècle. 90%. On est donc dans une société qui est celle, je dirais, qui est semblable aux sociétés agricoles européennes avant la révolution industrielle, où dans les pays les plus développés, il y avait au moins 80 ou 85% d'habitants, de gens qui vivaient dans le monde rural. Ces paysans se trouvent dans une condition extrêmement précaire. 50% de leurs revenus, qui sont faibles, passent à leurs seigneurs, donc 50% des récoltes. Ce qui a provoqué, suite aux famines nombreuses, des jacqueries, c'est-à-dire des révoltes de paysans face au poids de l'impôt. Sur le plan extérieur, je viens de vous décrire, sociologiquement parlant, le Japon du milieu, enfin, des 2 siècles et demi qui précèdent donc la révolution industrielle, enfin même les 3 siècles qui précèdent la révolution industrielle. Sur le plan extérieur, le shogun tient les frontières
fermée. Il y a seulement une exception avec un pays occidental, les Japonais, les Hollandais, excusez-moi, qui possèdent un îlot à proximité du Japon, et ces Hollandais vont avoir un rôle essentiel depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIe siècle, disons, depuis le début du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis le début du shogunat entre les mains de cette famille, les Tokugawa. Tokugawa, excusez-moi pour la prononciation, les Tokugawa. Ces Hollandais disposent d'une technologie et c'est grâce à eux que, grâce à un bureau de traduction qui va être installé par les autorités japonaises en 1811 et qui, grâce à l'imprimerie, va diffuser cette technologie, la science, les connaissances occidentales, que le Japon va pouvoir s'ouvrir à l'Occident, s'ouvrir au monde. Mais il ne faudrait pas minimiser pour autant la science et la technologie japonaises. Les Japonais n'étaient pas du tout des attardés, si je puis dire. Ils avaient développé déjà un certain nombre de techniques, mais dans le courant du XIXe siècle, les écrits occidentaux vont circuler grâce à ces traductions et l'organisation politique des pays occidentaux aura une influence incontestable sur la nouvelle modélisation du Japon qui va se mettre en œuvre à partir de l'ère Meiji, c'est-à-dire de cette époque de révolution politique d'abord, économique ensuite. Mais l'événement majeur va être un acte posé non pas par les Néerlandais, qui possédaient déjà, ne l'oublions pas, un empire immense, dans ce qui va s'appeler plus tard l'Indonésie, c'est l'intervention des États-Unis lorsque, en 1853, le commodore Perry, donc l'amiral Perry, arrive en rade de Yokohama et va menacer le gouvernement donc du Bakufu, donc du shogun, d'une intervention militaire s'il n'ouvre pas ses frontières aux États-Unis. Ceci est un élément tout à fait essentiel dans le déclenchement de la crise politique qui va surgir au milieu du XIXe siècle et qui va enclencher le processus de restauration de l'Empire et au-delà la révolution technologique et économique que l'on connaît. Comme quoi, la politique peut être un élément dans un élément important dans le surgissement d'une révolution aussi importante que la révolution industrielle, même si elle n'est pas le seul, et que le terrain avait été préparé dans le cadre, je dirais, de tout un rapport de force qu'il va s'agir maintenant d'analyser.
Je vous avais dit que la période shogunale, j'allais l'aborder en deux phases. Tout d'abord, la phase qui s'étend de 1603 jusqu'à 1853, et ensuite une seconde phase qui s'étend de 1853 jusqu'en 1868, qui est la date de la fin de ce système de gouvernement du Japon. Cette phase de 53 à 68 est une phase essentielle puisqu'elle marque la transition politique. On va voir quels vont être les ingrédients, les éléments qui participent de cette révolution politique, de cette crise politique. Le déclin du shogun s'explique par deux éléments. Le premier, c'est la menace extérieure, celle de ces navires américains qui bloquent donc le port de Yokohama et qui menacent de revenir un an plus tard en espérant bien que les frontières du Japon, les frontières commerciales du Japon s'ouvrent au commerce international et plus particulièrement au commerce des États-Unis. Cette menace extérieure joue un rôle essentiel parce qu'elle va conduire à la signature de ce qu'on appelle, comme pour la Chine d'ailleurs, les traités inégaux qui vont placer le Japon dans une situation d'infériorité par rapport aux États-Unis dans un rapport de force qui est lié bien sûr à la technologie militaire. Car effectivement, au Japon, on ne dispose pas d'armes équivalentes à celles des Américains ou des Européens de la même époque. Le marché nippon va donc être ouvert à ce moment-là avec un maximum de taxes qui ne dépassent pas 5% de la valeur des marchandises qui entreront au Japon. Autrement dit, le protectionnisme japonais n'est pas possible dans le rapport de force qui s'établit à l'occasion de ces traités inégaux. Il s'agit en fait d'une répétition, comme je le disais, de ce qui s'était déjà passé en Chine. Souvenez-vous des guerres de l'opium, hein, à partir de 1842 dans ce vaste pays. Deux atouts pour le parti impérial. Je rappelle que l'empereur est un personnage un peu mythique qui a théoriquement le pouvoir entre ses mains, mais qui pratiquement, depuis 2 siècles et demi, vit à Kyoto, reclus dans son palais, puisque la réalité du pouvoir se trouve entre le shogun, shogun signifiant généralissime en japonais. Autrement dit, c'est, je dirais, un petit peu l'éternelle guerre du vizir et du calife. Ici, l'empereur a une fonction, je dirais, religieuse, même si théoriquement le pouvoir politique est censé lui appartenir, mais dans les faits, c'est une famille, les Tokugawa, qui possèdent le pouvoir. Le parti impérial a un atout, c'est qu'il n'a pas participé à la signature des traités inégaux et que les Japonais, je pense ici aux marchands, ne peuvent accepter, bien entendu, l'importation massive de produits étrangers, qui évidemment ruineraient leur entreprise et leurs profits. Mais en fait, si dans un premier temps, il n'y a plus, le parti impérial a pu représenter la résistance face aux
shogun qui avait signé ces traités inégaux. Dans un second temps, le parti impérial doit reculer parce que le rapport de force est là face aux Américains et puis bientôt face aux autres Européens. Mais il y a un autre élément qui va intervenir en faveur du parti impérial, c'est la victoire dans le cadre d'une guerre civile des troupes impériales sur les troupes shogunales. Je vous ai dit que le Japon était un pays féodal et que par conséquent les daimyos se sont rangés du côté du parti qui allait dans leurs intérêts. Et c'est ainsi que les grands daimyos, les grands princes d'une partie du Japon se sont rangés du côté impérial, puisqu'ils avaient été, ne l'oublions pas, soumis par le shogun en 1600. Par conséquent, ils se rallient au parti du plus faible, paradoxalement. Enfin, il y a un événement tout à fait majeur, c'est que il y a une crise de succession dans la famille des Tokugawa, donc dans la famille shogunale, il n'y a pas de successeur, et c'est une jacquerie des paysans qui sera à l'origine de ce régime politique qui existait donc depuis 2 siècles et demi entre les mains de la famille susdite. Je passe maintenant à ce qui aurait dû être l'essentiel de mon propos et qui le reste toujours, mais qui ne pouvait être mis en perspective qu'après avoir étudié la structure politique, économique et sociale du Japon pendant les 2 siècles et demi qui précèdent ce que l'on appelle l'ère Meiji. En 1868, donc, l'Empire est restauré et on va assister à une modernisation du pays. Cette partie sera divisée également en 2 points. Le premier portera sur l'ère Meiji ou le décollage, le take-off, comme diraient les spécialistes anglo-saxons de la révolution industrielle, qui se situe donc entre 1868 et d'autre part 1895, et d'autre part une seconde partie consacrée à l'expansionnisme et aux mouvements sociaux et politiques consécutifs à ce décollage entre 1895 et d'autre part 1913. Je commence donc par la révolution politique et sociale, quoique le terme social, on va le voir, n'est pas vraiment pertinent. Mais il y a quand même une modification, sinon dans la structure, du moins dans l'apparence. De 1868 à 1881, il y a un changement, je dirais, d'affectation sur le plan économique des élites qui restent les mêmes, je le précise bien. Je fais souvent référence, pour parler de cette période-là, à la fameuse phrase de Tancrède expliquant à son oncle, le prince de Salina, dans Le Guépard de Lampedusa, cette phrase que tout le monde a en tête, il faut que tout change pour que rien ne change. Autrement dit, c'est l'adaptation de l'aristocratie à un mode nouveau de production où ce n'est plus la terre qui sera la base de leurs revenus, mais bien en fait l'industrie. Ce
qui va se passer, c'est simplement un changement d'affectation. Parce qu'effectivement, les daimyos, c'est-à-dire ces princes, ceux qui dominent la pyramide féodale, vont recevoir des indemnités importantes de l'État qu'ils vont affecter à l'industrie. Donc, c'est-à-dire que, suite à l'abolition du système féodal, mais pas seulement féodal, parce que la féodalité c'est un système politique, mais du système seigneurial, ce qui est beaucoup plus important, l'État moderne va être le moteur du changement, de cette révolution industrielle qu'il ne faudrait pas réduire à une simple occidentalisation du Japon. Comment dirais-je, ce processus est plus complexe parce qu'il se situe dans un pays particulier où on ne peut pas simplement transposer un modèle européen à l'autre bout du continent asiatique. Eh bien, on va voir en fait que ces élites, grâce aux indemnités perçues suite à la perte de leurs revenus dans le cadre du système seigneurial, autrement dit les fameux prélèvements, je vous ai parlé d'un prélèvement de 50% sur les récoltes tout à l'heure, sur les récoltes paysannes, eh bien ils vont les affecter dans l'industrie, dans le cadre d'une économie à mi-chemin entre le dirigisme et d'autre part l'entreprise, le système libéral d'entreprise privée. À côté, ou en dessus, ou plutôt des daimyos, vous avez les samouraïs. Eux, grâce à cette révolution politique et économique, ils vont s'intégrer à la couche moyenne et vont pouvoir trouver des emplois rapidement dans le cadre de la modernisation, pas seulement économique, mais la modernisation de l'État où de nombreux postes de fonctionnaires vont être créés. Il y a enfin, et c'est le plus important puisqu'il constitue l'immense majorité de la population, il y a la paysannerie. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il représentait 90% du pays, de la population en 1850, qu'il représentait plus de 30% de la population sur un peu moins de 35 millions. Autrement dit, c'est la paysannerie ici qui doit être considérée de manière très sérieuse, puisque c'est l'immense majorité des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Effectivement, la paysannerie ne trouve pas du tout son compte. Ce sont les perdants dans cette révolution politico-économique, dans ce changement de mode de production, puisque c'est bien de cela dont il s'agit à ce moment-là. En effet, la paysannerie est écrasée, car si il a fallu indemniser les daimyos avec des indemnités extrêmement fortes, il a fallu, car l'argent ne pousse pas sur les arbres, il a fallu remplacer le prélèvement, donc ces fameux 50% des récoltes, en créant un impôt foncier d'État, mais supérieur à ce prélèvement précédent. Par conséquent, ceci va entraîner de nombreuses émeutes extrêmement dures dans le monde rural. Ceci va conduire également à un déplacement, à une migration, à une émigration massive des campagnes vers les villes où ces paysans vont trouver des emplois, mais comme en Europe, ça avait été le cas précédemment, comme en Europe, dans des usines où leurs salaires seront extrêmement faibles, puisque
la loi du marché domine dans le système capitaliste, c'est tout ce qui est rare et cher et tout ce qui est abondant et bon marché. Donc face à cette main-d'œuvre abondante qui arrive des campagnes dans le cadre de cet exode rural, eh bien les daimyos principalement, ces grandes familles aristocratiques, vont pouvoir exploiter cette classe ouvrière en formation. Entre 1880 et 1901, donc pendant une période de 20 ans, la Constitution va être revue. C'est en 1889 qu'une nouvelle Constitution est élaborée qui prévoit un système parlementaire qui n'existait pas auparavant, mais un système parlementaire au profit, bien entendu, des possédants. Et c'est ainsi que, dans le cadre d'un suffrage censitaire, c'est-à-dire limité à ceux qui possèdent une fortune importante et qui par conséquent peuvent payer des impôts, alors que d'autres ne peuvent pas, sinon l'impôt foncier dont je parlais précédemment, ces électeurs ne représentent que 1% de la population. Donc on voit bien ici que les paysans sont complètement exclus du vote, ainsi que les ouvriers qui les ont remplacés progressivement, ou en partie, en tout cas partiellement, dans la population. Le pouvoir va donc appartenir aux grandes familles, et c'est ainsi que la Constitution, élaborée évidemment avec le soutien des puissants par l'empereur Meiji, va contribuer, à leurs yeux en tout cas, à la stabilité sociale, c'est-à-dire à l'impossibilité pour les petits, les dominés, les exploiter, de participer d'une manière quelconque au pouvoir. Passons maintenant, après avoir expliqué en 2 mots en quoi cette révolution politique va entériner un rapport de force et à, comment dirais-je, fixer les rapports de production dans le cas de cette modification du mode de production, puisque avec l'installation d'un système parlementaire, un système bicaméral, copié sur l'Europe, et en particulier l'Angleterre, bien que l'Allemagne ait joué un rôle essentiel quant au modèle adopté par le Japon, il y aura une chambre haute où siégeront les membres de la noblesse, c'est-à-dire ces daimyos qui précédemment étaient des grands seigneurs terriens, des grands propriétaires fonciers qui deviennent progressivement, à la suite de leurs investissements, des grands propriétaires d'usines. Je dis bien progressivement. Vous allez avoir donc face à cette chambre haute une chambre des députés, mais dans le cadre du vote du suffrage censitaire, il est évident que les députés élus sont là pour représenter les intérêts de la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui détiennent les moyens, qui sont propriétaires des moyens de production. La révolution économique maintenant. Passons aux faits concrètement. Après avoir étudié, je dirais, plutôt la superstructure, j'en arrive à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'infrastructure, où l'on va voir qu'un certain nombre de transformations vont s'opérer donc pendant ces 2 dernières décennies du XIXe siècle. Grâce au soutien de
avec le soutien de l'État japonais, de l'empereur, donc, qui dorénavant décide, même si on a un système parlementaire avec effectivement une classe qui a plus que son mot à dire, le Japon va être modernisé grâce aux étrangers, avec l'importation d'une technologie qui vient d'Europe et des États-Unis, ce qui va conduire à une croissance, tenez-vous bien, de 4% l'an. La création également des ebatsu. Alors les ebatsu, ce sont des grandes entreprises familiales, en fait, qui détiennent qui sont propriétaires des moyens de production et qui détiennent la richesse du pays. Les innovations technologiques, on les trouve dans le domaine industriel et à commencer dans le domaine des transports, tellement important pour pouvoir justement faire circuler des produits, des marchandises d'un endroit à l'autre des îles nippones, en particulier Honshu. Et c'est ainsi que le chemin de fer, comme en Europe, va être développé à une vitesse grand V. Sur le plan démographique, la population nippone est jeune. Chaque année, on assiste à une croissance de 3% de la population des jeunes. Ce qui va permettre évidemment aux propriétaires des moyens, des usines, des entreprises industrielles, de disposer d'une main-d'œuvre de plus en plus importante qui, on va le voir, va être, avec les années, de plus en plus qualifiée. En effet, dans le cadre de l'action de l'État, des aides importantes vont être accordées aux hommes d'affaires, donc l'empereur gouverne bien et règne bien au profit d'une classe, celle des propriétaires des moyens de production, et évidemment, car il ne faudrait pas être naïf quand même, deux institutions vont jouer un rôle important. D'une part, dans le cadre du processus d'identité japonaise. J'avais expliqué que cette identité japonaise était déjà potentiellement importante avant la révolution du Meiji, mais ici il s'agit d'une nécessité, car on va voir que le Japon va se lancer dans une politique expansionniste, qui dit expansionniste dit aussi militaire, et c'est ainsi que la caserne va être un lieu où l'identité japonaise va se forger. D'autre part, sur le plan intellectuel, et je vous ai dit qu'il ne fallait pas être naïf, il y a évidemment le développement de l'école. J'ai eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres cours, l'école n'a pas été fondée n'importe quand, dans n'importe quelle condition. On pourrait croire que l'école a été fondée avec des idées humanistes. Et je ne dis pas que ceux qui ont joué un rôle essentiel sur le plan législatif n'étaient pas animés par une certaine vision, je dirais, de la société, et en Europe du moins par l'idéologie des Lumières. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'ils étaient porteurs, consciemment ou inconsciemment, des intérêts d'une classe. Si l'on s'est mis à s'intéresser à l'éducation des pauvres, des paysans donc en l'occurrence, c'est essentiellement qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. On avait besoin
également dans le cadre du développement d'activités de service, de gens qui au moins savaient lire, écrire et compter. Quand vous pensez au phénomène, au processus de colonisation des Européens en Afrique, ça s'est passé de la même manière. Ce n'est pas par hasard non plus, d'ailleurs, que, en parlant du Congo, une colonie du pays dans lequel j'habite, dont je suis citoyen, la Belgique, ce n'est pas par hasard que des écoles ont été fondées, mais ces écoles concernaient l'enseignement primaire et, dans le meilleur des cas, les 3 premières années du secondaire. Il ne s'agissait surtout pas de faire des colonisés, en l'occurrence des Congolais, des gens cultivés et intelligents. Il s'agissait de leur donner les rudiments de telle manière qu'ils puissent exercer des fonctions de comptable dans les entreprises, qu'ils puissent exercer des fonctions justement dans le secteur public, à la poste, dans les administrations, mais il ne s'agissait surtout pas de leur laisser le chemin de l'accès aux universités, à l'enseignement supérieur. En ce qui concerne le Congo, où il y avait moins de 10 Congolais qui, en 1960, avaient fait l'université. Ça veut tout dire quant au projet politique des Belges à cette époque-là. Donc l'école va jouer un rôle essentiel sur le plan de l'idéologie nationaliste, mais ça va permettre quand même, positivement, de développer une conscience politique, une conscience de classe, qui va se retourner, évidemment, contre les initiateurs de ce processus d'alphabétisation. C'est ainsi qu'en 1873, 46% des garçons suivent l'école primaire. Les filles aussi vont être scolarisées, mais dans une bien moindre mesure, dans le cadre, évidemment, d'une société patriarcale où l'idéologie était très marquée, bien entendu. Ceci va conduire à un constat, c'est que vers 1912, c'est-à-dire à la fin de la période étudiée aujourd'hui, 95% des Japonais savaient lire et écrire. Vous pensez bien qu'à partir du moment où l'on sait lire, à partir du moment où on a la possibilité, sur le plan intellectuel, de lire les journaux, les idées se diffusent, mais également des idées sulfureuses. Et par conséquent, ça va permettre, je vais en parler tout à l'heure, le développement d'un certain nombre de mouvements. Maintenant, deuxième sous-période, celle qui s'étend de 1895 à 1913, là aussi une période pratiquement 20 ans. Je rappelle que sur le plan de la conjoncture économique, on est dans une phase A, c'est-à-dire une phase de croissance dans le monde dont bénéficie bien entendu le Japon. Sur le plan militaire, tout d'abord, et je vous ai parlé du rôle essentiel des casernes, de la caserne en tant qu'institution. Le Japon va avoir une double stratégie. Tout d'abord, une stratégie d'expansion militaire contre ses voisins, mais aussi va s'intégrer dans le concert des nations européennes, des puissances qui comptent sur le plan militaire sur la planète à l'époque, à savoir les nations européennes et les États-Unis. Effectivement, le Japon va se lancer dans une série de guerres contre la Chine et contre la Russie. C'est ainsi que la Corée, que les îles Ryukyu, que Formose, donc Taïwan, vont être annexées dans le cadre de guerre contre la Chine. Ceci va être avalisé en 1895
lors du célèbre traité de Shimonoseki. À cette occasion, donc, il va y avoir annexion de territoires au profit du Japon, mais aussi le versement de très lourdes indemnités que le gouvernement chinois va devoir payer, ce qui se fera évidemment au détriment des sujets de l'empereur de Chine. D'autre part, le Japon va se lancer dans une guerre contre la Russie. C'est la première fois qu'un pays non européen l'emporte sur une puissance européenne. Le Japon va acquérir Port Arthur, qui appartenait aux Russes, et le sud de la Mandchourie et le sud de Sakhaline vont tomber dans l'escarcelle également du Japon, alors que ces territoires appartenaient auparavant à la Russie. Mais aussi, en 1900, les Japonais vont participer, alors là, aux côtés des puissances européennes, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, par exemple, d'autre part les États-Unis, parce qu'il y aura la Russie d'ailleurs aussi en 1900, il y aura toute une série de puissances européennes qui veulent évidemment suivre les États-Unis et qui veulent, comment dirais-je, que dans le cadre d'une économie libérale au profit de ces puissances colonisatrices, donc veulent obtenir un certain nombre de concessions en Chine, et ils vont devoir faire face en 1900 à un mouvement nationaliste, c'est-à-dire le mouvement des boxeurs, hein, littéralement, qui sera défait, alors qu'il était soutenu implicitement par l'impératrice Tsuhi à cette époque-là. Donc c'est la défaite pour la Chine. Pendant la guerre de 14-18, d'ailleurs, le Japon va se ranger aux côtés des puissances occidentales contre l'Allemagne. Le Japon va acquérir un certain nombre en 1919, donc un certain nombre de territoires, de colonies allemandes à ce moment-là. Donc un bon choix, bon étant entre guillemets, a été fait par le gouvernement nippon pendant la guerre de 14-18. Sur le plan politique, le gouvernement de l'empereur va toutefois essayer de prendre ses distances par rapport aux oligarques, c'est-à-dire à ces grandes familles qui se mêlaient d'un petit peu trop près à la gestion du pays, même si elles appartenaient à ce groupe dominant qui avait participé et très largement à l'ère Meiji, à cette révolution industrielle. En ce qui concerne le peuple maintenant, le peuple, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, est le grand perdant. Qu'il s'agisse des paysans ou qu'il s'agisse des ouvriers, de nombreuses révoltes ont lieu, des révoltes très dures, en particulier en 1882-1884 dans les campagnes, et en 1905 et 1913 dans le monde ouvrier et dans la petite bourgeoisie qui n'y trouvent pas leur compte. Mais le peuple va avoir une attitude, je dirais, un petit peu ambivalente vis-à-vis du pouvoir. Ceux qui sont désignés, il ne s'agit pas de l'empereur ou des empereurs qui vont se succéder, non. Ce qui est désigné à la vindicte populaire, enfin ceux qui sont considérés comme les responsables de cette situation, c'est pas l'empereur en fait qui est considéré comme un dieu, hein, ce sera le cas jusque
1945 jusqu'à la défaite du Japon face aux États-Unis, il va y avoir un certain nombre de revendications économiques et politiques. Sur le plan politique, la revendication du suffrage universel, parce que le suffrage censitaire bloquait complètement la possibilité pour les dominés d'intervenir d'une manière quelconque dans la gestion du pays, mais, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais ce ne l'est pas, quand on voit la naissance et l'évolution des régimes autoritaires, et plus particulièrement fascistes, dans l'entre-deux-guerres, il y a un soutien à l'impérialisme, parce que le peuple est persuadé que la conquête de nouveaux territoires va permettre au Japon de disposer de matières premières bon marché et d'autre part va permettre, le cas échéant, une émigration qui permettra, comme les Européens ont pu le faire dans le cadre de colonies de peuplement, de trouver des emplois. Donc on peut dire en fait que cette politique expansionniste, dont je vous ai donné les résultats tout à l'heure par un certain nombre d'annexions, eh bien correspond au phénomène de colonisation des Européens. Les Européens ont cherché leurs colonies loin. Depuis le XVIe siècle, il s'est agi des Amériques, puis il s'est agi, dans une moindre mesure, de l'Asie, mais davantage de l'Asie du Sud-Est pour les Néerlandais, de l'Afrique surtout, au lendemain de la conférence de Berlin de 1885, où Bismarck coordonne, si je puis dire, enfin il prend l'initiative et il coordonne le partage de l'Afrique comme un gâteau. Donc, le Japon va coloniser des territoires qui lui sont proches, de la même manière d'ailleurs que la Russie avait colonisé depuis le XVIIe siècle toute une série de territoires se trouvant en bordure d'abord du Grand-Duché de Moscovie et puis de l'Empire de Russie, puisque le premier empereur de Russie c'est en fait Pierre le Grand, à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Avant on parlait de tsar, mais le titre impérial n'apparaît que plus tard, donc il y a maintenant 3 siècles. Et donc la Sibérie va être une terre de colonisation pour les Russes. Si vous avez vu des documentaires, des reportages sur les populations de Sibérie, ben vous allez voir qu'effectivement, à part les endroits où ce sont les populations d'origine européenne qui occupent la terre, ben effectivement, ils ont des yeux bridés, il n'y a pas beaucoup de différence avec les populations mongoles, si je puis dire. Donc il faut savoir cela. Moi ça m'a frappé quand j'ai été en Russie de voir comme ça des groupes entiers, mais c'était à l'époque de Brejnev, donc à la fin, non enfin c'était en 76 si mes souvenirs sont bons, du siècle passé bien sûr, d'avoir vu comme ça de nombreux camions bâchés de soldats soviétiques à Moscou, et ils avaient tous des traits asiatiques, il n'y en avait pas un d'ailleurs qui avait des traits européens, donc ça il faut quand même le savoir. Au XIXe siècle, la Russie se lance dans une grande politique expansionniste, dans ce que l'on va appeler le Turkestan, d'où sont issues 5 républiques où l'on parle des langues apparentées aux Turcs, sauf au Tadjikistan où l'on parle un dialecte, une langue apparentée aux Perses. C'est simplement pour vous dire que la colonisation ne concerne pas que des pays européens dans des pays lointains, ça a concerné également depuis le XVIIe siècle la Russie, ça a concerné donc le Japon à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle, et je dirais même au-delà, pensez à la guerre contre la Chine à partir de 1932, la guerre menée par le Japon à partir de 1932, et puis alors à partir de 1939-40, vis-à-vis de l'ensemble du sud-est asiatique, ce sont des guerres de colonisation, en fait, il ne faut pas s'y tromper. Voilà, ça c'est sur le plan de l'expansion, mais ça n'empêche pas que sur le plan intérieur, le mouvement socialiste et syndical se développe, en particulier avec Katayama Sen, ce qui va conduire à une répression des syndicats. Maintenant, je voudrais conclure, il est temps, par un certain nombre de considérations, en résumant ce que j'ai dit en quelques mots. J'espère que vous avez bien compris tout d'abord, et je le disais dans mon introduction, que pour étudier un phénomène aussi important que la révolution industrielle au Japon, il faut comprendre dans quel contexte elle a pu se faire, et donc comprendre le Japon féodal et agricole depuis le début du XVIIe siècle. On ne peut pas comprendre, d'autant plus que, et c'est le deuxième élément de ma conclusion, c'est que ce sont au fond les mêmes élites qui dominaient sous l'époque féodale qui vont également dominer à l'époque industrielle. Donc en fait, je le répète, il fallait que tout change pour que rien ne change, pour que la stabilité de l'ordre social soit maintenue. Ensuite, vous avez compris qu'à partir du moment où cette révolution industrielle se fait, il s'agit de trouver non seulement des terres, des territoires où l'on va trouver des matières premières bon marché, mais il faut aussi trouver des débouchés, d'où la politique expansionniste, et vous connaissez bien sûr l'ouvrage de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Je ferai un cours bientôt sur cette problématique en ce qui concerne l'Afrique que j'ai eu l'occasion d'évoquer ici. Le problème de la colonisation, je l'ai largement évoqué au moins pendant 5 ou 10 minutes en parlant de la Russie et des pays européens alors en Afrique. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une leçon qui portera pour titre justement capitalisme et impérialisme en Afrique au XIXe siècle. Donc c'est prévu très bientôt. Je vous montre maintenant quelques livres pour approfondir mon propos. Tout d'abord de Daniel Elisseev, Histoire du Japon aux éditions du Rocher. La civilisation japonaise de la même Daniel Elisseev et de Vadim Elisseev, les grandes civilisations, chez Artaud. Il en existe une grande édition brochée avec plus complète et avec des illustrations. De Edwin Reischauer, Histoire du Japon et des Japonais des origines à 1945, dans la collection Point Histoire. Japon, peuple et civilisation sous la direction de Jean-François Sabouret, à la découverte, poche. Alors, l'Atlas du Japon aux éditions du Fanal par Martin Colcutt, Marius Jansen et Isao Kamakura. En fait, il s'agit d'une histoire du Japon, que les choses soient claires. Ce n'est pas, évidemment, il y a les cartes, mais il ne faut pas se tromper sur le titre du livre. Ensuite, le Japon d'Edo, c'est-à-dire le Japon qui précède l'ère
du Meiji, c'est-à-dire que le livre que je vais vous montrer ici porte sur la première partie de mon exposé, à savoir la société entre le XVIIe et le XIXe siècle, le Japon d'Edo. Edo, c'est donc Kyoto. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'époque Meiji, il y a un déplacement de la capitale du Japon. L'empereur quitte Kyoto pour se rendre à Tokyo. Le Japon d'Edo a deux auteurs, François et Mieko Massé. Ce livre apparu dans les guides belles-lettres des civilisations. Dans la bibliothèque des sciences humaines, chez Gallimard, un très beau livre de Philippe Pons, d'Edo à Tokyo. Je viens de vous expliquer quelles étaient ces deux villes et en quoi elles symbolisent de grandes périodes de l'histoire du Japon, et qui porte pour sous-titre « Mémoire et modernité ». Ouvrage vraiment très profond et qui couvre la période que j'ai étudiée ici. De Jean Chénaud, un historien marxiste, l'Asie orientale au XIXe et XXe siècle, paru dans la collection Nouvelle Clio, Presse universitaire de France. C'est un ouvrage qui permet de replacer cette révolution du Meiji dans un contexte plus général, comme son titre l'indique. Alors, de Jean-François Sabouret, que nous avons déjà rencontré, à propos du livre paru à la découverte, La dynamique du Japon de 1854 à nos jours, CNRS Éditions. De Michel Villiers, Le Japon contemporain, dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. L'ouvrage part de 1870 pour arriver un siècle plus tard, vers 1980. Donc ça couvre un siècle d'histoire du Japon. Alors, un ouvrage très important, dont une des contributions est essentielle et m'a bien servi pour le propos dont il a été question ici. C'est dans un ouvrage de Maurice Dopp et Paul Suisy, Du féodalisme au capitalisme, problème de la transition, volume 2, petite collection Maspero. C'était une excellente collection qui faisait vraiment réfléchir, mais qui a disparu malheureusement. Alors, il y a une contribution, une très grande contribution de 60 pages de Koichiro Takahashi, La place de la révolution de Meiji dans l'histoire agraire du Japon. Ça date de 1953, donc ce n'est pas récent, mais c'était un grand historien marxiste du Japon. Donc c'est vrai que c'est ancien, mais c'est un ouvrage qui fait vraiment réfléchir, et par le ton, le propos de mon exposé, vous avez compris que voilà, il y a quelques colorations qui ne seront peut-être pas passées inaperçues. Alors, enfin, un roman. Parce que je crois que quand on fait de l'histoire, on doit prendre aussi des sources, et si possible, des sources d'époque. Même si ici, il s'agit d'un ouvrage de 1929, mais qui, pour un exposé qui s'arrêtait en 1913, c'est-à-dire 16 ans plus tôt, et franchement vaut vraiment la peine d'être lu, puisqu'il concerne en fait
l'exploitation des ouvriers marins sur un bateau. Le bateau-usine, c'est le titre d'ailleurs du livre, chez Alia, A2LIA, l'auteur étant sans doute le plus grand romancier du monde ouvrier au Japon. Il a publié donc en 1929 Le bateau-usine. Cet auteur s'appelle Kobayashi Takiji. Voilà, je vous le montre. Je vous montre également sa photo. Et je vais vous lire la notice qui apparaît sous la jaquette arrière, et je crois qu'elle va intéresser beaucoup de mes étudiants, mais j'espère aussi le grand public. Cet ouvrage ici est une traduction française de février 2015, donc ça se trouve encore facilement en librairie, je le suppose. Issu d'une famille de paysans du nord du Japon, Kobayashi Takiji, né en 1903, est employé à la banque du défrichement de Hokkaido. Il s'intéresse parallèlement à la littérature et participe à la création de la revue Kurarute, ce qui signifie clarté, dont le nom s'inspire du mouvement initié par Henri Barbus. Dans le même temps, il découvre les conditions de travail des ouvriers et paysans de l'île d'Hokkaido, où sa famille avait été contrainte d'émigrer lorsqu'il était enfant. Devant le succès de ses premiers livres, tant auprès des intellectuels qu'auprès des ouvriers et des paysans, il est mis sous surveillance par l'appareil de sécurité de l'État. La publication du propriétaire absent, dans lequel il dénonce la responsabilité directe de la banque qu'il emploie dans la pauvreté des paysans, lui vaut d'être renvoyé à la fin 1929. La parution, la même année du bateau-usine, le consacre comme l'un des plus grands romanciers de la classe ouvrière japonaise. Mais dans le contexte de la répression sévère des mouvements de gauche, l'ouvrage est censuré dès sa sortie. Le succès conduit Kobayashi à sa perte. Emprisonné à 2 reprises, puis libéré au début de 1931, il vit dans la clandestinité. Le 20 février 1933, il tombe dans un guet-apens de la police politique. Emmené au commissariat, il meurt sous la torture. Donc on est au début des années 1930, vous savez que c'est la période où le Japon se lance dans la guerre contre la Chine, et cela annonce évidemment le second conflit mondial. J'ai dit